Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre par ici, le débat économique, toute première édition du mois de mai 2018. Nous sommes à Douala, où se passent la plupart des transactions financières du Cameroun. La ville abrite la commission des marchés financiers du pays et va bientôt abriter la bourse des valeurs mobilières de la zone CEMAC par une opération de fusion des deux places boursières de Douala au Cameroun et de Libreville au Gabon. Où en est-on avec le processus de mise en œuvre de cette nouvelle plateforme? On en saura certainement davantage dans un instant. Vous comprenez que notre point d'échange dans le débat économique aujourd'hui est attaché au frémissement que l'on observe dans le secteur financier avec des initiatives aussi bien privées que publiques qui appellent non seulement une surveillance des affaires, mais aussi une protection des acteurs. Un certain nombre de faits observés ces dernières semaines au Cameroun motivent notre thématique, l'appel public à l'épargne, lancé par la communauté urbaine de Douala à la recherche de 10 milliards de francs CFA. Il y a la promotion du Bitcoin, cette monnaie virtuelle, ou encore même la fameuse affaire de la MIDA. Autant de choses qui sollicitent le secteur financier et dedans, on va mettre volontiers le marché financier, la banque, l'assurance et pourquoi pas la fiscalité au banc des accusés par les promoteurs de PME qui créent à une certaine pression fiscale qui plombe leur rendement. Ainsi décliné, le profil de notre clientèle au débat économique aujourd'hui est bien dévoilé. Jacques Bonan, président de l'Ordre national des conseillers fiscaux du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le frémissement du marché financier vous donne-t-il une perspective en tant qu'expert fiscal? Oui, bien entendu. Vous savez, la véritable problématique sur le marché financier réside dans la transparence. Et quand on dit transparence, parce que pour amener les entreprises à investir dans ce secteur, il faut que l'information qui est diffusée par les acteurs soit une information crédible. Et cette crédibilité passe par des données économiques, mais aussi par l'environnement fiscal du pays qui peut motiver ou pas certains acteurs à intervenir dans le secteur. Alors, vous êtes serein ou alors inquiet? Quelle est votre position? Aujourd'hui, je pense que la question irait mieux à M. Ngwa, qui est un peu le gendarme. Dans votre posture de fiscaliste? Dans ma posture de fiscaliste, je note une certaine appréhension des opérateurs. D'accord, on va peut-être le voir tout à l'heure. Jean-Claude Ebevina, bonsoir, vous êtes expert financier. Bonsoir. Alors, le frémissement du secteur financier est-il un indicateur pour une économie qui se veut compétitive? Je pense que ce qu'il faut dire, deux points. D'abord, la compétitivité, c'est une notion ou une situation qui n'est pas statique, mais une situation plutôt dynamique. On n'est pas compétitif pour être compétitif dans l'absolu, on est compétitif de manière relative. Et c'est le premier point. Le deuxième, c'est de dire que parler de compétitivité d'une économie comme la nôtre, c'est de parler en fait de la compétitivité des entreprises. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de dispositions ont été prises de mesures, notamment au plan gouvernemental, avec l'appui de la communauté des affaires. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut mettre l'entreprise au centre effectivement de l'économie. Et par là, pour sortir, nous pensons que le marché financier est bien entendu un des éléments forts, un des points forts qui permettrait aux affaires de pouvoir définitivement décoller. Très bien, merci. Un Jean-Claude pouvant en cacher un autre, tout à ma gauche, cette fois Jean-Claude Ngwa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission des marchés financiers. Alors, on en parle, mais sait-on jamais à quoi cela renvoie, le marché financier? Merci déjà de me poser cette question qui est très importante. Un marché, c'est généralement un lieu de rencontre entre celui qui a et celui qui veut. Lorsque nous allons au marché des vivres, il s'agit pour la ménagère d'aller acheter des vivres.
auprès d'un vendeur qui dispose de vivres. Donc, ce sont des échanges entre un acheteur et un vendeur. Maintenant, le marché des capitaux, le marché financier, c'est le lieu de rencontre entre les émetteurs et les investisseurs. L'émetteur a besoin de fonds. Il n'a pas de financement pour ses affaires. Tout à fait. Il va donc rechercher auprès de l'investisseur qui a de l'épargne, qui a des financements. Il va donc auprès de lui pour attirer ces financements. Mais ceci se passe donc à travers des valeurs mobilières, entendues ici comme étant des actions pour une entreprise. Ça peut aussi être des obligations pour une entreprise ou pour un État. L'État a besoin de capitaux, l'État a besoin d'argent pour pouvoir financer des projets. Il vient sur le marché où se trouve l'offre et la demande de capitaux. C'est ça le marché financier, en termes simples. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout dévoilé maintenant, le panel est complet. Et tout d'abord, on va vous proposer ce reportage sur un acteur qui inaugure une nouvelle activité au Cameroun, le Bitcoin, cette monnaie virtuelle à laquelle les Camerounais peuvent s'intéresser pour se faire de l'argent à travers des placements. On vous propose le reportage et puis on va échanger juste après. Une maison du numérique qui surfe pour des solutions économiques. Le Bitcoin avec pour devise la crypto-monnaie dans une cité des affaires. Juste un clic et le compte bancaire bascule au vert, ou plutôt au violet. Le principe est simple. Alors, lorsque vous avez acheté votre crypto-monnaie, vous pouvez la garder. Beaucoup l'achètent déjà pour la garder parce que certains l'utilisent comme investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui achète son Bitcoin aujourd'hui à 9 000 $, puisque celui-ci repose sur la loi de l'offre et la demande. Demain, la demande peut être très élevée. Le Bitcoin que vous avez acheté hier à 9 000 $, demain, il vaut 10 000, 15 000 $. En le revendant, vous avez 5 000 ou 6 000 $ de plus. Bien entendu, vous pouvez également l'acheter à 9 000 $ aujourd'hui et que demain, elle chute à 8 000 $. Mais vous avez toujours votre Bitcoin. Il suffit d'attendre, de patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois 1 an. Vous pouvez le retrouver à plus de 5 000 $ de plus. Un exemple simple, en janvier 2017, un Bitcoin coûtait 900 $. Nous sommes en avril 2018 aujourd'hui, un Bitcoin coûte 9 000 $. Imaginez quelqu'un qui avait acheté son Bitcoin en janvier 2017 à 900 $. Et aujourd'hui, nous sommes en avril, il le revend à 9 000 $. Faites le calcul. La connexion de multiplication d'argent est rapide. Le réseau est fiable. Les avantages dans le mode de paiement, c'est la flexibilité, la rapidité et puis les coûts très minimes. Aujourd'hui, lorsque vous voulez payer une facture en Bitcoin, c'est une histoire de secondes. Lorsque vous voulez payer une facture en crypto-monnaie en général, c'est une histoire de secondes et les frais sont très très minimes. Je dirais même qu'ils n'existent pas. Monnaie digitale, le Bitcoin, dont le siège est inauguré par le secrétaire général des services du gouverneur du littoral, Thierry Kinunana, emploie une vingtaine de crypto-traders qui proposent aux usagers, opérateurs économiques et chefs d'entreprise des solutions financières, quelle que soit la ville de résidence des intéressés. C'est une monnaie décentralisée, dénationalisée. Que quelqu'un soit, je ne sais pas, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, peut facilement s'intégrer. Internet, c'est la plateforme qui héberge la crypto-monnaie. Je vais peut-être anticiper en vous disant que si Internet meurt, il n'y aura plus de crypto-monnaie. Mais tant qu'Internet existe, la crypto-monnaie va vivre. Donc que vous soyez à Garoua, à Meinganga, à Moura, n'importe où, nous avons une plateforme en ligne justement qu'on a baptisée l'IEBLEMAL. L'IEBLEMAL veut dire la pauvreté est finie. Cette plateforme vous permet d'y accéder, créer votre compte, acheter votre crypto-monnaie, même étant dans votre chambre, et même la revendre à partir de votre chambre. Le Bitcoin, une monnaie digitale qui dépasse de loin celle des monnaies classiques. La crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie dénationalisée. C'est une monnaie qui a été créée en 2009
après la crise financière de 2008 pour décentraliser le système bancaire. Elle repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un livre infalsifiable. Donc, toutes les transactions sont répertoriées après 40, 50, 100 ans. Et c'est une technologie qui est utilisée par pas mal d'institutions financières aujourd'hui et même chez les notaires, les comptables. À la question de savoir s'il ne s'agit pas d'une forme d'arnaque, le directeur exécutif du Bitcoin sourit en coin. Un sourire qui rassure en ce qui concerne l'opération des paiements, le transfert de fonds, les achats sur Internet. La pauvreté est désormais au passé. Président Jean Konba, alors on a vu un peu dans cet élément, en quoi le Bitcoin peut-il intéresser le marché financier aujourd'hui? C'est une nouvelle activité au Cameroun. En quoi le marché financier est-il concerné par une activité comme celle-là? Bien. Il faut d'abord remettre le marché financier dans son histoire. Au Cameroun, une loi, la loi 99/015 du 22 décembre 1999, a institué le marché financier au Cameroun. Donc, ce lieu de rencontre entre les investisseurs et les émetteurs. Cette loi a été complétée par un décret qui a donc qui a porté création et organisation de la Commission des marchés financiers. Dans le secteur de la banque, vous avez un régulateur qui s'appelle la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui est la COBAC. Son rôle est d'organiser le secteur, de contrôler le secteur, de sanctionner les mauvais éléments et de faire fonctionner l'économie à travers le financement bancaire. Au niveau des assurances, vous avez également un régulateur qui est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA. Le rôle est le même, à savoir organiser le marché, faire en sorte que les assurés soient protégés lorsqu'ils recourent au secteur des assurances. Au niveau donc de la Commission des marchés financiers du Cameroun, nous jouons absolument le même rôle sur 4 points que je peux rapidement résumer: réglementer, superviser, contrôler et sanctionner. Oui. Ainsi donc, lorsque vous parlez du Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle. C'est la crypto-monnaie. Cela relève d'abord de la monnaie. Donc le problème devait d'abord être posé à notre banque centrale, qui est en fait l'émetteur de la monnaie que nous avons en Afrique centrale. Mais ce sujet nous préoccupe davantage en tant que l'organisme public indépendant chargé de la protection des valeurs, de l'épargne investie en valeurs mobilières. Donc chaque fois que l'épargne investie en valeurs mobilières est menacée, nous devons intervenir. Alors, est-ce que vous envisagez une menace de l'épargne investie en valeurs mobilières à travers la crypto-monnaie? Nous allons d'abord attirer l'attention des Camerounais sur un phénomène de masse, qui est la crypto-monnaie, qui a envahi le monde. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Le Cameroun est... En tout cas, c'est en train d'arriver au Cameroun. C'est déjà arrivé au Cameroun. Nous attirons l'attention parce qu'il s'agit quelque part de faire appel public à l'épargne des Camerounais dans un secteur qui n'est pas encore réglementé par nous. Ce que nous demandons aux initiateurs de tels projets, c'est d'abord de se rendre auprès du régulateur, d'expliquer ce qu'ils veulent faire. Et nous pourrons leur dire qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Parce que nous devons absolument protéger l'épargne des Camerounais qui investit, quel que soit le type de placement qui est proposé. Mais il y a d'autres placements publics, de fonds publics quand même, qui font l'actualité au Cameroun aujourd'hui. Ça passe par les églises, ça passe par des endroits à la sécurité douteuse. Je crois que l'actualité vous donne suffisamment d'éléments pour en parler. Exactement. J'ai dit que notre rôle, c'est d'abord de protéger l'épargne investie en valeur mobilière ou en tout autre placement qui fait appel
public à l'épargne. Alors, vous êtes allé, Jean Kodébé Evina, vous êtes acteur du secteur financier. Est-ce qu'on est allé vers cette église, que je ne voudrais pas si c'était ici, dire mais attention, vous faites une opération qui mérite d'être contrôlée? Est-ce que vous êtes allé également dans cette affaire de Mida, par exemple, qui a pris tout le monde au cours au Cameroun? Qu'est-ce qui devrait être fait? Je pense que le président de la commission l'a dit, hein, pour ce qui est de l'église. Bon, vous avez dit qu'on ne cite pas de nom. Il y a une église tout au moins qui a été, Montez le micro. on va dire, épinglée déjà. Donc la commission des marchés financiers. Montez le micro, je vous en prie. Fait son travail. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la seule église. Donc il va falloir effectivement que dorénavant nous soyons, c'est-à-dire la communauté, plus vigilants, beaucoup plus vigilants, dans la mesure où on sait qu'effectivement c'est pratiquement un procédé que l'on retrouve dans la plupart des églises dont nous voulons taire le nom, dans certains types de nouvelles églises, si vous voulez. Donc d'une manière générale, je crois qu'il va falloir effectivement s'organiser au niveau des autorités qui en ont la compétence, ce qu'on appelle l'autorité monétaire, mais aussi de ces organismes tels que la commission des marchés financiers, la commission bancaire, étant entendu que, comme l'a dit le président, ça peut être soit investi en actifs de placement, soit investi en actifs d'investissement. Dans un cas ou dans l'autre, c'est la COBA qui est effectivement, comment je dirais, compétente. Et dans l'autre cas, ce serait plutôt la commission des marchés financiers. Alors, de l'autre côté, il y a quand même ceux qui respectent la norme. Jean Kodébé Evina, ou alors, Monsieur le Président, l'appel public à l'épargne de la communauté urbaine de Douala, qui cherche 10 milliards de francs CFA. Il faut quand même relever que c'est nouveau. Une collectivité territoriale décentralisée qui va au marché financier pour chercher de l'argent. Alors, c'est l'occasion de nous dire comment est-ce qu'on accède au marché financier? Très bien. Le marché financier comprend les acteurs suivants. Le régulateur qui est la commission des marchés financiers, dont j'ai tout à l'heure expliqué le rôle. Les acteurs, le premier acteur, c'est la bourse des valeurs. Au Cameroun, c'est Douala Stock Exchange, dont le rôle est justement d'animer le marché à travers les opérations d'achat et de vente des titres financiers. Mais pour parvenir à la bourse, pour parvenir déjà même au régulateur, lorsque vous êtes un usager, vous recherchez un financement pour votre entreprise, vous devez vous adresser à un intermédiaire que nous appelons les prestataires de services d'investissement, les PSI. Actuellement, il y en a 13 au Cameroun qui comprennent globalement les banques et puis d'autres structures dédiées à cela. Donc, vous vous présentez auprès d'un prestataire de services d'investissement et vous expliquez votre projet. Il va l'étudier et il va pouvoir venir vers la commission des marchés avec une notice d'information pour pouvoir obtenir une autorisation. Dès que vous avez l'autorisation de la commission des marchés financiers, vous pouvez donc maintenant aller vers le démarchage auprès du public. Parce que votre projet s'adresse au public. Donc chaque fois qu'un opérateur veut s'adresser au public pour rechercher de l'argent, pour proposer des produits, il doit obligatoirement s'adresser d'abord à la commission des marchés financiers pour être identifié, pour que le projet soit un projet que l'on connaît, que l'on a analysé et dont on trouve la pertinence dans les informations qui sont proposées au public. Sinon, vous êtes en marge de la loi. Alors, Jacques Bonan, une opération comme celle-là, appel public à l'épargne de la communauté urbaine de Douala, de quelle garantie on doit s'entourer sur le plan fiscal? Non, je pense que dans l'étude qui est faite et qui doit être exposée aux opérateurs, on intègre les avantages fiscaux qui seront liés à cette opération, notamment les retours à l'investissement. Comment ça va être traité, comment ça va être fiscalisé, et parce qu'il y a l'épargne publique, il y a les intérêts qui vont être versés aux différentes personnes qui vont faire des placements. Donc, la fiscalité n'est pas étrangère à l'opération. Elle est même. La fiscalité intervient comment?
La fiscalité intervient au moment même de l'étude, dans un premier temps, et puis au moment de la rétribution. Parce que c'est des établissements qui vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment elles vont bénéficier au niveau fiscal de taux d'IS réduits et elles vont bénéficier aussi au niveau fiscal de la prise en charge totale des charges. Alors, quand on est souscripteur dans ce type d'opération, identifié comme personne physique, ça se passe comment? Quand on est souscripteur dans ce type d'opération identifié comme personne physique, bien entendu, au moment de la prise de participation, il n'y a pas une taxation, mais au moment de la rétribution des intérêts que vous allez tirer de cette opération, il y a une taxation qui doit être prélevée et versée dans les caisses du Trésor. Alors, on va rester sur le marché financier, on va s'intéresser au degré de sollicitation au Cameroun. Président Jean Konba, on entend parler de marché financier presque lorsque il y a des mouvements tels que celui de la communauté urbaine de Douala, d'accord, alors que le secteur est, n'est-ce pas, en pleine ébullition. Alors, qu'est-ce qu'il apporte véritablement à la vitalité recherchée dans notre économie? Eh bien, en revenant sur l'opération de la communauté urbaine de Douala, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'elle est particulière. Hein. Il s'agit ici de la constitution du capital d'une société par appel public à l'épargne. Voilà. Donc, nous sommes dans le secteur des actions. Parce que nous avons, en fait, deux types de valeurs mobilières dans notre marché actuellement, les actions et les obligations. L'action étant un titre de propriété, un titre de capital qui vous permet, qui vous donne beaucoup de droits en tant qu'actionnaire lorsque vous avez pu acquérir des actions auprès d'une société. Ici donc, il est question, après que nous ayons étudié le dossier de la communauté urbaine de Douala, qui voulait créer une société de gestion de portefeuille pour faire face à ces problèmes de développement. Voilà. Donc nous avons étudié le dossier et nous nous sommes rendus compte que les éléments fournis étaient susceptibles d'être présentés auprès du public et nous en étions certains. C'est une information qui est crédible, qui peut, n'est-ce pas, aider les opérateurs à pouvoir acquérir des actions. Dès ce moment-là, notre rôle est de vérifier que l'opération continue à se dérouler suivant les règles que nous nous sommes données avec la communauté urbaine. Donc elle-même, elle est fondateur, d'accord, mais c'est la société qui est en cours de création qui va être l'acteur principal. L'acteur principal pour pouvoir mobiliser les ressources, financer les projets, diriger les projets et évaluer les projets. La communauté urbaine ne va plus intervenir dans ces opérations. Elle n'intervient pas dans cette phase de maîtrise d'œuvre qui va être réalisée par la SMIT. Donc, une fois que le capital est constitué, bien évidemment, le plan d'action de la nouvelle société va entrer en exécution avec des projets de marché, des projets de forêt urbaine et divers autres projets que la communauté va quand même être à l'origine, n'est-ce pas, de la conception. Mais l'exécution va se dérouler au niveau de la simple société qui est créée. Bien. Dès ce moment-là, oui, vous avez une valeur ajoutée par rapport à ce que l'État fournit comme moyen financier aux communautés urbaines. Aujourd'hui, vous savez que l'État ne peut pas financer tous les projets d'une communauté urbaine. Le niveau de financement de l'État est réduit. D'où il faut faire appel à d'autres formes d'ingéniosité qui passent par la recherche de financement auprès du secteur privé. Parce qu'en réalité, c'est le secteur privé maintenant qui va financer le développement de la ville de Douala. C'est pour cela que c'est un projet innovant. Nous pensons qu'il est un indicateur d'une certaine croissance qui devra pouvoir être évaluée dans les prochains mois, dans les prochaines années. En cela, on peut mesurer la vitalité du secteur financier dans le développement de notre économie? Certainement, Monsieur Kingé. Je pense que l'affaire de la SMIT, c'est effectivement un projet extrêmement novateur et qui s'inscrit, là aussi, c'est complètement actuel, dans le cadre de la décentralisation actuelle qui devait donner les capacités à chacune des communes d'eux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on pourrait effectivement, à partir de là, aller un petit peu plus loin. Par exemple,
pour les petites communes et pourront par exemple être regroupées et aller sur le marché, mais plutôt en groupe, parce qu'une petite commune à elle toute seule ne peut pas être suffisamment fiable sur le plan du marché, parce que le marché financier travaille sur l'effet de masse, d'une manière générale. Et pour simplement aller dans le sens du président, dans un premier temps, et je pense que c'est la première étape, nous sommes sur les titres actions, constitution de l'entreprise. Je pense que quand elle aura fait ses preuves, elle aura maintenant la possibilité d'aller par exemple dans le, je veux dire, sur le pan du marché des obligations, faire maintenant des appels publics à l'épargne, mais à caractère obligataire, plutôt que à caractère actionnaire. D'accord. Alors, investir, on voit que c'est le maître mot dans le secteur public comme dans le secteur privé. Aller chercher de l'argent, où est-ce qu'il se trouve? Jean Kodebe-Vina, la banque joue-t-elle son rôle dans ce contexte? La banque joue parfaitement son rôle. La seule, vous savez, c'est l'éternel problème. On en a souvent discuté, c'est que nous avons toujours considéré la banque comme étant un établissement à tout faire. C'est véritablement là, je pense, quelque part, l'erreur. La banque est susceptible de pouvoir agir dans un contexte bien particulier, pouvoir apporter des financements tout à fait particuliers. Et la question qui se posait au Cameroun, bon, pour parler simple, c'est les financements généralement à court terme, c'est les financements d'exploitation. Elle fait très difficilement dans les financements de l'investissement. Et c'est ce qui a souvent posé le problème et nous espérons aujourd'hui, et c'est pour cela que nous appelions de tout notre cœur à l'époque, qu'il y ait effectivement la création du marché financier qui est susceptible donc de venir, je dirais, compléter en quelque sorte ce paysage de la structure, l'infrastructure financière. Donc, en tout état de cause, la banque est là et joue son rôle. De toutes les manières, si vous prenez le cas de la SMID, qui va faire de l'investissement, à côté de l'investissement, il y a forcément de l'exploitation. Donc, vous aurez du financement bancaire qui viendra en appui du financement, on va dire, financier, si j'ose dire, c'est-à-dire tiré du marché financier. Est-ce que ces chiffres que je voudrais vous communiquer vont vous conforter dans votre analyse? 3 321 milliards de francs CFA, c'est le montant global des crédits en 2017. Tout à fait. Pourtant, la banque doit faire plus quand même. Doit faire plus par rapport à quoi? Parce qu'en fait, vous connaissez le principe de la banque. On fait du crédit en principe sur la base des dépôts, c'est-à-dire des capacités véritablement de liquidité du système. Ça, c'est vu de manière globale, c'est le principe de base. Ensuite de cela, on en a parlé tout à l'heure avec le président de la CMS, M. Mba. Nous avons à la tête des banques en termes d'autorité ou de contrôleur la commission bancaire qui impose un certain nombre de règles, un certain nombre de règlements même, visant à assurer l'équilibre financier de manière générale de l'entreprise sous différents critères et parmi lesquels il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre le volume des capitaux, le volume des dépôts et les niveaux de crédit qui sont distribués. Donc tout cela, c'est en fait, parce qu'on oublie souvent, tout cela limite, c'est des facteurs limitants en quelque sorte de, je dirais, de la capacité d'octroi ou de dispense des crédits d'un établissement. Maintenant, on peut aller, peut-être, il y a peut-être un petit battement entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui pourrait être fait, mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, le système bancaire joue quand même son rôle. Même s'il y en a qui pensent qu'il y a quelques fébrilités du secteur bancaire aujourd'hui au Cameroun, alors que l'État a besoin d'un secteur bancaire fort pour développer ses projets. Nous sommes tout à fait d'accord. Je disais tout à l'heure que si vous voulez qu'on aille dans un autre sens, c'est qu'il faudrait peut-être aussi qu'il y ait des projets qui soient susceptibles d'être... Parce que là aussi, c'est un autre pan. On peut avoir des dispositions, je prends toujours un exemple très simple, simplement au niveau des personnes physiques, tout simplement. Est-ce que vous êtes susceptible de pouvoir prêter au premier venant? Je veux dire de votre poche. Vous allez, dans un premier temps, passer quand même un minimum de sélection, quand bien même ce serait votre frère, cousin ou je ne sais pas autre. Donc, il faudrait quand même qu'en face, on sache que ne peut être financé, comme on le dit très souvent dans notre secteur, qu'un projet dit bancable. Très bien. Et là, ça pose un autre problème dont nous pourrons parler ici, notamment le fameux problème de la transparence. La transparence, ce qui a été dit par le président de l'Ordre national des conseillers fiscaux du Cameroun, dont on va s'intéresser à l'activité dans ce reportage qui va suivre à travers l'Assemblée générale de cette structure qui s'est tenue à Douala il y a quelque temps maintenant pour poser le problème de la nécessité
du conseil fiscal dans l'accompagnement de la vie des entreprises. Aubin Steve Medou. 2 années qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. Prétexte saisi par les conseils fiscaux camerounais pour évaluer les activités et les comptes de l'année 2017 et améliorer l'exercice de leur profession au lendemain du premier trimestre 2018. Les principaux problèmes de la corporation sont alors passés au scanner par ces professionnels de la fiscalité. Surtout l'amélioration du recouvrement des cotisations qui plombe l'orge. Et si nous arrivons à mieux recouvrer nos cotisations, que nous allons d'ailleurs essayer de revoir parce que nous voulons essayer de moduler ces cotisations pour permettre à chaque conseil, même si c'est un petit conseil fiscal, de pouvoir contribuer pour la bonne marche de l'association. Autre point à l'ordre du jour, le rajeunissement et l'assainissement de la profession. Nous voulons à ce que les jeunes entrent beaucoup plus dans la profession. C'est pour cela que nous avons eu l'accord du ministre des Finances pour organiser un examen d'aptitude qui aura lieu le 9 juin prochain. Et nous avons eu beaucoup de candidats. Nous pensons que les jeunes vont venir dans cette profession qui a de l'avenir et qui va permettre à d'améliorer ses recettes. 80% des gens qui exercent cette profession l'exercent dans l'illégalité. Ils ne sont pas inscrits. Vous avez un tableau de l'ordre qui est publié chaque année et vous devez regarder ce tableau pour mieux l'expliquer aux contribuables. Puis il y a des gens qui sont habilités à faire ce travail, c'est-à-dire à conseiller les contribuables, à les accompagner auprès des services financiers. Une démarche qui bénéficie d'ailleurs de l'appui gouvernemental, comme pour encourager ces créateurs de valeur ajoutée. Vous savez que les conseils fiscaux, aux côtés de l'administration fiscale, sont les accompagnateurs des créateurs de richesses, des créateurs de valeur ajoutée et donc des créateurs de la croissance économique tant chère à notre pays. Il était donc de bon ton qu'au moment où ils organisent leur assemblée générale au cours de laquelle ils vont examiner les rapports et les bilans de l'exercice passé, adopter les comptes de l'exercice en cours, examiner les points saillants de leur plan d'action qui, faut-il le rappeler, est fondé sur l'assainissement de la profession et la visibilité de la profession. Il était donc tout à fait normal que l'autorité de tutelle soit représentée pour les accompagner comme de coutume. Une concertation révélatrice d'un bilan élogieux, mais qui reste à parfaire pour une contribution plus importante des conseils fiscaux à la croissance économique du Cameroun. Voilà, on revient justement à vous, Jacques Bonan, l'Ordre national des conseils fiscaux qui veut se repositionner dans le secteur du développement au Cameroun, mais les conseils fiscaux, en tout cas, qui veulent jouer un peu le jeu des entreprises pour dire que la fiscalité plombe un peu le rendement des entreprises. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que la fiscalité est-elle attaquée à ce point-là? Je vous remercie pour cette question, mais je devrais préciser, avant de revenir plus précisément à votre question, l'Ordre national des conseils fiscaux est une organisation dont l'objectif premier est d'assister le contribuable pour lui permettre de payer l'impôt et rien que l'impôt qu'il doit à l'État. Parce que l'État a une pléiade d'inspecteurs des impôts qui sont bien formés, qui ont fait l'École nationale d'administration et qui ont pour vocation de permettre à l'État de collecter le maximum d'impôts. Et cet objectif, et vous savez, depuis quelques années, l'administration fiscale fonctionne sous forme d'objectif à atteindre. Et il faut donc faire attention parce que l'État a un droit régalien. Le contribuable a donc besoin de quelqu'un, d'un spécialiste qui a la même formation, sinon plus, que l'inspecteur des impôts, pour veiller à ce que, quand l'État intervient dans une vérification générale de comptabilité, ou bien quand lui-même il veut mettre en place un certain nombre de règles, qu'il soit prémuni des risques de redressement. Vous définissez un peu comme un démembrement maquillé de l'administration des impôts? Non, on ne peut pas être un démembrement maquillé de l'administration des impôts. Nous avons la même finalité, certes, que les inspecteurs qui ont pour but de faire entrer le maximum d'argent
dans les caisses de l'État, mais nous devons veiller à ce que l'État ne prélève que ce qui est dû par le contribuable. Je peux à ce niveau donner un ou deux exemples pour mieux exprimer ce que je veux dire. Je ne citerai peut-être pas le nom. Vous qui êtes en permanence en contact avec la PME, quand elle dit que la fiscalité plombe sa compétitivité, sa performance, à quoi ça renvoie? Parce qu'aujourd'hui, peut-être pas de manière générale, dans la pratique quotidienne, la PME beaucoup de PME ne vont pas vers le conseil. Parce que vous savez... Parce que le conseil coûte cher. Pas forcément, mais il coûte un peu, mais il rapporte plus. C'est une bonne technique là. Non. Il coûte un peu, mais il rapporte plus. Oui, je vous donne un exemple simple. Il y a une opération qui s'est déroulée au Cameroun il n'y a pas longtemps, le transfert d'une grande société d'État à une société multinationale qui a elle-même après a revendu ce qu'elle avait acquis à une autre multinationale. Et 4-5 ans après, on se rend compte qu'au moment de la première opération, l'État n'a pas prélevé ce qui lui revenait dans cette opération. Alors il y a un passif fiscal à gérer. Il y a un passif fiscal à gérer. Le nouvel opérateur arrive et dit, moi je veux être serein, je veux m'assurer que la transaction que je prends aujourd'hui ne souffre d'aucun malaise fiscal. Elle se présente à l'administration fiscale qui lui dit, ah oui, effectivement, on vient de se rendre compte qu'on avait oublié de faire ce prélèvement. Donc vous devez payer les droits d'enregistrement. Principal et pénalité, 4 milliards. Si cette entreprise n'a pas un conseil à côté, elle va payer les 4 milliards parce que l'État va utiliser son droit régalien pour entrer en possession de ces droits. Sa toute puissance. Sa toute puissance. Or, en faisant venir un cabinet de conseil fiscal, nous sommes intervenus pour le compte de ce contribuable. Et puis on a fait des concessions. On n'a pas fait des concessions. On a expliqué à l'État que les droits qu'elle veut prélever ne sont pas dus. Parce que la base de taxation qu'ils ont pris n'est pas la bonne. Parce que dans cette opération, il y avait à la fois des sociétés camerounaises et des sociétés étrangères. Et en conclusion, vous avez fait gagner de l'argent à l'État et vous avez fait réaliser une économie à l'entreprise. Pour que je puisse chiffrer ça, vous allez voir à quel niveau ça intervient. Donc on est parti de 4 milliards qui étaient l'AMR émis par l'entreprise, par l'État, pour arriver à 1 milliard. C'est-à-dire qu'au final, l'entreprise a payé 1 milliard à l'État du Cameroun. Elle a fait une économie de 3 milliards. Elle a fait une économie de 3 milliards. Vous comprenez que même si on a payé la nécessité 50 du conseil millions, fiscal. voilà. Très bien. Le différentiel est important. On va revenir tout à l'heure. Parlons de ce sujet qu'on a évoqué à l'entame de l'émission, la fusion annoncée des bourses de valeurs mobilières de Douala au Cameroun et de Libreville au Gabon. Monsieur le Président, où en est-on avec le processus de fusion? Le processus est en cours, puisque nous venons de signer une convention. La commission des marchés financiers et la commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. Il faut signaler à vos téléspectateurs qu'il existe en Afrique centrale 2 marchés financiers. Un marché financier régional dont le siège du régulateur se trouve à Libreville et le siège de la bourse se trouve également à Libreville. Et il y a un marché financier national qui est celui du Cameroun avec le siège de la commission à Douala et puis Douala Stock Exchange qui est notre marché central, le marché des valeurs mobilières. Donc, le 31 octobre 2017, en N'Djamena, lors de la session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, il a été donc décidé d'unifier les 2 marchés financiers, d'en faire une intégration, comme cela s'est d'ailleurs produit dans d'autres secteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une liberté de circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Donc, l'intégration des marchés financiers, n'est-ce pas, procède de cette dynamique politique qui voudrait que
nous puissions dorénavant agir d'une seule et même voie. Donc, il faut unifier les marchés financiers. Et comme je vous l'ai dit, un marché financier, c'est les régulateurs, c'est les acteurs. On a donc commencé par les régulateurs. Il a été demandé aux deux régulateurs, à savoir la Commission des marchés financiers du Cameroun et la COSUMAF de Libreville, donc la Commission des marchés financiers du Gabon, régional. Donc, il a donc été demandé d'entrer en contact et de créer déjà des échanges. Et ces échanges ont déjà lieu? À travers un cadre de coopération et de reconnaissance mutuelle. Donc ces échanges, je peux dire qu'elles ont lieu maintenant, puisque nous avons signé l'accord en marge de la zone franc à Brazzaville, sous la supervision du ministre congolais de l'économie, qui est le président du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Donc ceci a été fait et la mise en œuvre de cette convention a commencé. Elle a commencé à travers... Elle va prendre combien de temps? Elle prendra le temps que doit durer le processus de fusion, c'est-à-dire l'acte additionnel a fixé au 30 juin 2019 la date butoir pour que nous puissions avoir en Afrique centrale un marché financier unifié. Alors, quel est le regard de l'expert financier Jean Kodebe Vina que vous avez sur ce processus de mise en route de ce nouveau marché boursier en Afrique centrale? Est-ce que c'est trop long? On va en 2019. Est-ce qu'on devait ramener un peu? Je crois que la première des choses qu'il faudrait dire... c'est déjà la volonté? À mon niveau, la volonté politique? La volonté, je veux dire que nous, au niveau de la petite communauté des observateurs, donc des experts financiers que nous sommes très satisfaits parce que ça fait une petite vingtaine d'années que nous œuvrons sous différentes formes pour que cela définitivement voit le jour. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Et donc, ça procède quand même réellement d'une volonté politique affirmée, d'autant plus que j'allais presque dire qu'on ne s'y attendait pas. Quand la décision est prise à résolution au sortir de la conférence de 2017, ce n'est pas un secret, certaines choses avaient déjà été entreprises par le président qui est ici, dès sa nomination, et nous l'avons un petit peu accompagné dans ce sens-là, parce que nous avons pensé qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait effectivement unification de ces deux marchés. Alors maintenant, vous me demandez si, du point de vue du deadline, enfin de la période ou du temps qui est imparti, j'estime que c'est un temps qui est tout à fait normal. Je voudrais même dire qu'on aurait pu faire un peu plus long, parce qu'il y a un travail très sérieux à faire derrière. Je pense que ce qui était le plus important a déjà été réalisé. C'est que nous appelons poser les passerelles entre les deux marchés. Qui consistait simplement à dire... L'impact sur le fonctionnement du secteur bancaire ou alors de l'intégration financière en Afrique centrale, ce sera quoi? L'impact, il est là. Je veux dire que quand on fait unification, on est parfaitement dans le cadre de l'intégration financière régionale, comme on dit, l'IFR. Donc, je pense qu'aujourd'hui, étant donné que dans cette convention, on précise que, entre autres choses, les décisions, c'est-à-dire la prise les délivrances, par exemple, des visas, qui pourront être prises dans une place ou dans l'autre, seront respectées dans l'autre ou dans l'autre des places. Donc, à mon avis, c'était la décision la plus importante. Maintenant, ce qui va rester, d'une part, bien sûr, c'est tout le travail d'harmonisation des procédures, d'une part, la façon de faire, les coûts et autres. Et puis donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect purement technique. Parce que derrière, comme vous savez aujourd'hui, tout se passe à travers les ordinateurs, les systèmes, les logiciels et autres. Donc, vous voyez que ça demande quand même un minimum de temps. Oui, bien sûr. Alors, on va prendre juste une petite pause et on revient derrière pour conclure cette émission. Il nous reste à peine 5 minutes. Monsieur le Président, le temps passe vite. Très bien. On va donc revenir maintenant. Ce sera pour conclure. On va donner la parole d'abord à notre conseil fiscal. Alors, lorsque l'unification
des bourses, des 2 bourses sera mise en place, qu'est-ce que l'expert fiscal, le conseiller fiscal au niveau de la sous-région, parce que là on va sortir un peu du Cameroun, quel sera l'impact dans le fonctionnement d'un organisme comme le vôtre? Ça ouvre de nouveaux marchés? Bien évidemment, ça confirme l'ouverture des frontières, la libre circulation. Ça va permettre au conseil fiscal camerounais, gabonais, congolais d'intervenir dans l'ensemble de la sous-région et de donner ses avis ou bien d'assister les entreprises, soit en termes d'achat d'actions, soit en termes de placement en matière de titres. Donc, c'est un marché qui vient dans la suite du marché habituel. Parce que, vous savez, la réglementation, ou bien le métier de conseil fiscal, c'est des agréments CEMAC. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, de manière concrète, jouer notre rôle dans toute la sous-région Afrique centrale. Aujourd'hui, avec ces agréments CEMAC, vous ne pouvez pas opérer au Gabon? C'était un exemple. Ben, vous savez, il n'y a même pas un an qu'on a levé les problèmes de visa. Moi, je vous prends l'exemple d'un client qui avait besoin de mon assistance sur la Guinée équatoriale. Le temps d'obtenir le visa, on avait déjà scellé les comptes et vous savez ce que c'est. Heureusement, aujourd'hui, il y a la libre circulation. Jean Kodebe-Vina, vous voulez insister sur l'intégration avec la fusion des 2 bourses? Oui, je voulais insister, je voulais dire simplement qu'effectivement, la fusion des 2 bourses est un exemple, en quelque sorte, d'intégration financière de la zone. Et sachant que les études ont été faites dans ce sens, qui ont démontré qu'évidemment, l'intégration financière est, je dirais, un puissant contributeur à la croissance économique. Étant entendu que, entre autres choses, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ouvre droit ou ça donne droit à un marché plus vaste, un marché plus ouvert. Donc, on peut mieux commercer déjà, je dirais, à l'intra, au niveau de la région. Et ce que l'on espère surtout, c'est qu'au travers ou au sortir de ce commerce intra, nous soyons suffisamment, comment je dirais, dynamiques, suffisamment forts pour attaquer maintenant l'inter, c'est-à-dire aller effectivement vers le monde et revenir sur la fameuse question de la compétitivité. Donc, en fait, c'est comme un ballon d'essai que de travailler déjà au niveau de la sous-région. Très bien. Jean Kodongba, on va terminer par vous avec les faits que l'on observe sur le marché des capitaux aujourd'hui au Cameroun. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre, non seulement sur le plan national, mais avec la contribution de l'international pour mieux contrôler ces opérations qui menacent quand même la participation des acteurs? Oui, avant de finir par cette question, je vais d'abord signaler que l'ouverture vers la CEMAC, qui est en train d'être faite, peut déjà augurer d'une meilleure liquidité de notre marché. Très bien. Vous savez que l'épargne doit être liquide pour que le marché soit dynamique. Et pour cela, il est important qu'on puisse avoir des acteurs crédibles. Aujourd'hui, pour lever les fonds, le Cameroun peut avoir besoin d'acteurs qui se trouvent en dehors du Cameroun. Et cela va donc être facilité déjà avec cette ouverture. Donc c'est un appui important. Maintenant, pour revenir à la protection de l'épargne investie en valeur mobilière ou en tout autre placement, j'insiste dessus parce que certains pensent que la Commission des marchés financiers n'est là que pour la bourse des valeurs. Non. Oui. Tout autre placement doit être autorisé par la Commission. Donc, je lance un appel au public pour qu'il ne puisse pas s'engager dans des opérations qui n'ont pas été autorisées par la Commission des marchés financiers. C'est la seule manière de protéger cette épargne qu'ils veulent fructifier. Il est normal qu'on veuille avoir une rentabilité plus importante par rapport à ce dont on dispose, mais il faut aller vers des produits sûrs. Les produits sûrs sont ceux qui ont déjà fait l'objet d'une étude par la Commission des marchés financiers, qui a donc accordé un visa aux promoteurs pour le faire. Et c'est pour cela que j'attire cette attention. Je lance encore cet appel. Déjà, nous en faisons pratiquement tous les mois
dès que nous constatons qu'il y a un opérateur sur le marché qui est irrégulier, nous lançons des appels, nous lançons des alertes pour que le public fasse attention et ne s'engage pas dans la facilité, qui est que, bon, vous déposez 25, vous allez avoir 60 dans 2 jours. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que chaque fois... Ça, c'est dans l'air du temps au Cameroun. Voilà, il s'interroge toujours, est-ce que cette opération a été autorisée par la Commission des marchés financiers? C'est le rôle que nous sommes appelés à jouer, la protection de l'épargne investie par les Camerounais dans les placements. Très bien. Alors, on retient pour ce qui est de la fusion, deadline, octobre 2019. Le 30 juin 2019. C'est la date butoir qui a été arrêtée dans l'acte additionnel des chefs d'État. On n'est pas sûr de dépasser, on va tenir. Vous savez, le plus important, c'est qu'il y a la dynamique qui est amorcée. Il peut y avoir quelques difficultés pour atteindre l'objectif, mais c'est ce qui est recherché. Mais déjà, nous sommes lancés, et je pense que ce lancement a été le plus important, le fait que les chefs d'État se mettent ensemble et acceptent de créer un seul et unique marché. Et les régulateurs ont déjà fait l'essentiel, à savoir se mettre ensemble, commencer à contrôler, commencer à harmoniser les procédures. C'est ça qui était le problème le plus important. Maintenant, bien évidemment, comme a dit tout à l'heure Jean-Claude, il y a l'aspect qui concerne les bourses des valeurs elles-mêmes. Ce sont des sociétés privées qui vont nécessiter également une certaine fusion dans les formes convenues à travers OADA. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci Jacques. Merci beaucoup d'avoir préparé ce débat économique sur la CRTV. Nous émettons depuis Douala. Merci à vous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines sur cette même antenne. Bonsoir. Bonsoir.